Pourquoi te sens-tu toujours obligé de te justifier quand quelqu'un te demande comment tu as réussi? Pourquoi cette gêne silencieuse quand on te dit « Et toi, tu penses que tu mérites vraiment ça ?» Pourquoi culpabilises-tu d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas? Et pourquoi baisses-tu les yeux alors que c'est toi qui avances? Tu ne t'en rends pas compte, mais ces questions te manipulent. Elles glissent en toi, prennent racine et t'obligent à ralentir. Pas pour réfléchir, mais pour plaire. Dans cette vidéo, je vais détruire les mécanismes invisibles qui te poussent à répondre à ces questions. Je vais décortiquer les 7 stratégies verbales que les envieux utilisent pour te faire douter de toi. Tu ne verras plus jamais ces questions comme avant. Abonne-toi maintenant et reste jusqu'à la fin. Cette vérité ne flatte personne, mais elle te libérera. Si tu es prêt, écris en commentaire « Je refuse de m'excuser d'exister ». Depuis l'Antiquité, les hommes de pouvoir ont toujours su identifier une vérité que le peuple refuse de regarder en face. La jalousie n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Dans Le Prince, Machiavel écrivait que les attaques les plus dangereuses ne viennent pas toujours des ennemis déclarés, mais des proches frustrés. Plus tard, Nietzsche parlera du ressentiment comme d'une maladie morale dissimulée sous la politesse. Dans les cours royales comme dans les entreprises modernes, les envieux ne se contentent pas de haïr en silence. Ils posent des questions. Des questions banales en apparence, mais construites pour semer le doute, grignoter ton assurance et provoquer ta chute par toi-même. Ce savoir-là n'est pas enseigné. Il gêne, il dérange, il dévoile trop. Et pourtant, ignorer ces mécanismes, c'est leur laisser le pouvoir. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, les puissants se le transmettent depuis des siècles, pendant que les autres continuent de sourire naïvement à leurs bourreaux. Elles arrivent avec le sourire, mais elles sont trempées dans le fiel. Ce sont des questions, mais pas pour comprendre, pour troubler, pour t'atteindre sans que tu puisses riposter. Chaque mot est pesé, chaque silence est un piège. Tu vas maintenant découvrir les 7 questions toxiques à double lame. Et pourquoi y répondre, c'est déjà perdre. La première question toxique à double lame, tu crois vraiment que tu mérites tout ça? Cette question n'est pas une interrogation, c'est un verdict. Derrière ces faux airs d'humilité, elle insinue que ton succès n'est pas légitime, qu'il est le fruit d'un malentendu, d'un privilège, d'un hasard, mais sûrement pas d'un mérite authentique. Ce qu'elle veut provoquer, ce n'est pas une réponse, c'est un doute. Un glissement intérieur où tu commences à t'interroger toi-même. Elle t'oblige à faire l'inventaire de ton passé, à chercher des preuves, à réévaluer ta valeur. Et plus tu cherches à répondre, plus tu perds, car le simple fait de te justifier prouve que tu n'étais pas prêt. Les envieux connaissent ce point faible. Chez ceux qui doutent d'eux-mêmes, il suffit d'une phrase pour raviver toutes les blessures anciennes. Tu crois vraiment que tu mérites ça? Est une attaque psychologique qui vise à fracturer ton élan en faisant appel à ta propre insécurité. Elle cache une jalousie masquée derrière un déguisement moral. Et si tu tombes dans le piège, tu te mettras à saboter ce que tu avais commencé à construire, sans même que l'autre ait levé le petit doigt. La réponse n'est pas de te défendre, c'est de reconnaître cette question pour ce qu'elle est, un acte de guerre souriant. La deuxième question toxique à double lame. Tu penses que ça va durer longtemps, ton truc? Elle a l'air banale, presque amicale, mais elle est construite comme une bombe à retardement. En posant cette question, la personne ne s'intéresse pas à la stabilité de ton projet, mais cherche à y injecter une dose d'instabilité psychologique. Elle veut que tu doutes de ta capacité à durer, que tu cesses de croire que tu peux t'inscrire dans le temps. Cette question est un rappel toxique de la précarité, de la chute possible, de la fin prévisible de ce que tu vis. Et celui qui la pose ne le fait pas pour t'avertir, mais pour te contaminer. Elle sous-entend que tu es monté trop vite, que tu n'as pas les fondations, que tôt ou tard, tu paieras. Et cette prophétie négative, si tu la laisses entrer, commence à travailler en toi. Tu deviens ton propre saboteur en essayant de te préparer à l'échec, au lieu de solidifier ton ascension. Celui qui t'aime ne te demandera jamais si ça va durer. Il te demandera comment il peut t'aider à tenir. Mais celui qui est envieux veut que tu sois consumé par l'angoisse du lendemain. Ne te justifie pas, ne donne pas de pronostic.
continue de bâtir, en silence, pendant que l'autre attend ta chute. La troisième question toxique à double lame. Tu crois que c'est toi qu'on aime ou ce que tu fais? Celle-là est un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle. Elle prétend te mettre face à une réflexion profonde, mais son objectif est clair, te faire sentir artificiel, interchangeable, aimé pour de mauvaises raisons. Elle veut que tu remettes en cause tes relations, ton audience, ton entourage, que tu crois qu'on ne t'apprécie pas pour ta personne, mais pour une image, une fonction, une performance. C'est une attaque sur ton identité, et elle est redoutable car elle s'attaque à ta légitimité d'exister dans le regard des autres. Tu commences à te demander si tu n'es pas une illusion, si on t'applaudit pour de mauvaises raisons. Et le doute s'installe. L'envieux, lui, sait que cette fracture te poussera à saboter tes relations ou à cesser de briller, par peur de n'être qu'un masque. Ce qu'il veut, c'est que tu te taises, que tu t'éteignes, que tu te retires toi-même. Il n'a pas besoin de t'attaquer. Il a juste besoin de te pousser à croire que tu es aimé pour de mauvaises raisons. Et tu feras le reste. La vraie réponse, c'est le silence. Et la persévérance. Car le vrai toi, seul le temps le révèle, pas une question toxique. La quatrième question toxique à double lame. Tu n'as pas peur qu'on te prenne ta place? Cette question est posée avec une complicité apparente, comme si on partageait une crainte commune. Mais elle vise une seule chose. Semer en toi une paranoïa douce, une peur rampante, un réflexe défensif. Elle projette en toi une menace. Elle cherche à t'enfermer dans la logique de la rareté, dans l'idée que tout ce que tu vis est fragile, temporaire, facilement volé. Cette question te pousse à surveiller les autres au lieu de continuer à te concentrer sur ta propre route. Elle alimente la peur des rivaux, l'idée que tu dois te battre pour conserver ce que tu as, que tu dois devenir méfiant, dur, cynique. Mais plus tu entretiens cette peur, plus tu deviens une caricature de toi-même. Tu n'évolues plus, tu défends. Tu ne bâtis plus, tu enfermes. Et c'est exactement ce que l'envieux veut. Que tu t'occupes de protéger, pas de progresser. Que tu t'épuises à défendre une place, pendant que lui te regarde t'auto-détruire. Ne te laisse pas enfermer. Si tu es à ta place, personne ne peut te la voler. Et si on peut te la prendre, c'est qu'elle n'était pas faite pour toi. Ne réponds pas. Continue d'avancer. La cinquième question toxique à double lame. Tu ne trouves pas que tu changes depuis que tu réussis? Voilà une question qui sonne comme une inquiétude, mais qui n'est qu'un reproche camouflé. Elle vise à te faire croire que ta transformation est une trahison, que ta croissance te rend moins vrai, moins proche, moins humain. Elle veut que tu aies honte d'avoir changé. Elle nie le droit à l'évolution. Elle culpabilise le progrès. Celui qui la pose veut te figer dans une version de toi qui l'arrangeait. Peut-être plus faible, plus dépendant, plus silencieux. Et maintenant que tu bouges, il te fait croire que c'est mal. Cette question te pousse à douter de toi, à vouloir revenir en arrière pour être de nouveau validé. Mais c'est une illusion. Ceux qui t'aiment vraiment t'accompagnent dans ton évolution. Ceux qui te posent cette question ne supportent pas ton envol. Ils veulent que tu restes au sol avec eux. La réponse est simple. Oui, je change. Et je continuerai de changer. Car stagner pour rassurer les autres, c'est mourir lentement. Écris en commentaire. Je ne dois rien à ceux qui refusent mon évolution. La sixième question toxique à double lame. T'es sûr que c'est vraiment toi qui fais tout ça? C'est l'une des plus subtiles. Elle ne t'accuse pas directement, elle te vole ta maîtrise. Elle insinue que ce que tu fais, ce que tu accomplis, ce que tu réussis, ce n'est pas vraiment toi, c'est quelqu'un d'autre. Une équipe, un hasard, un coup de chance, un contexte. Elle te retire le mérite sans même le dire. Elle te fait douter de ta propre autorité. Et le pire, c'est qu'elle est dite avec un ton de surprise ou de fausse admiration. C'est toi qui fais tout ça? Veut dire, je n'arrive pas à croire que tu sois capable de ça. Derrière l'air naïf se cache une volonté de te rapetisser, de te détacher de ton œuvre, de t'en éloigner. Tu deviens un simple bénéficiaire, pas un créateur. Et si tu réponds avec gêne, en minimisant ton rôle, tu confirmes ce qu'ils veulent entendre, que tu n'es pas vraiment l'auteur de ta réussite.
L'envieux a besoin de croire que tu n'es pas une menace autonome. Il cherche des béquilles à te coller. Mais tu n'as pas à t'excuser d'avoir fait ce que d'autres n'ont pas osé. Tu n'as pas à prouver que c'est toi. Car ceux qui ont des résultats authentiques n'ont pas besoin de justification. Ils continuent d'agir pendant que d'autres débattent. Ne tombe pas dans la fausse modestie. Assume ton œuvre et laisse cette question mourir sans réponse. La 7e question toxique à double lame. Tu penses vraiment que les gens t'aiment ? C'est la plus violente et la plus intime. Elle n'interroge pas ton travail, ni ta réussite. Elle vise ton cœur. Elle attaque ta capacité à être aimé. Ce n'est pas une simple question. C'est une tentative de sabotage affectif. En te la posant, l'autre espère que tu ressentes un vide. Que tu te dises « Et si c'était vrai ? Et si tout ça n'était que façade, opportunisme, illusion ?» Elle veut briser le lien que tu crois avoir tissé avec les autres. Elle cible l'affect, le besoin d'appartenance, la mémoire des blessures passées. Cette question n'est pas posée pour obtenir une réponse. Elle est faite pour ouvrir une faille. Et dans cette faille, tout remonte. Les trahisons, les abandons, les rejets. C'est une phrase qui n'appartient pas au présent. Elle active des douleurs anciennes. Et celui qui la prononce sait exactement ce qu'il fait. Il sait que cette question peut hanter une âme entière. Tu n'as qu'une seule manière de lui ôter son pouvoir, ne pas chercher à répondre, car l'amour que tu reçois, tu ne le prouves pas, tu le vis. Ceux qui doutent de ta lumière ne méritent pas de l'éclairer. Reste aligné avec ta vérité intérieure, et laisse cette question se briser contre ton silence. Il y a des phrases qu'on croit digérer, mais qui continuent de vivre en nous comme des infections muettes. Des questions qu'on n'a jamais su répondre, mais qui nous rongent depuis des années. Ce sont des sutures psychologiques empoisonnées. Elles ferment la plaie, mais laissent le poison agir. Voici 7 de ces blessures encore ouvertes. La première suture psychologique empoisonnée. T'as toujours eu de la chance, toi. Cette phrase s'est peut-être glissée dans ta mémoire un jour banal, dite avec un demi-sourire, une tape sur l'épaule ou un rire gêné. Elle semblait inoffensive, presque amicale. Mais elle t'a marqué, parce qu'elle a nié, en une phrase, tout ce que tu avais construit. Elle a réduit ton travail à un hasard. Elle a évacué ton effort, ton sacrifice, tes nuits blanches, ton sang-froid. Et sans que tu t'en rendes compte, elle a ouvert en toi une faille, celle de ne plus oser revendiquer ta victoire. Tu t'es mise à douter. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que tu ne mérites pas autant. Peut-être que tout ça est fragile, éphémère, prêt à tomber. Cette phrase, c'est une suture mal cicatrisée. Elle t'a refermé la bouche, mais elle a laissé le poison du doute s'écouler lentement. Et ceux qui l'ont prononcé savaient ce qu'ils faisaient. Ils ne pouvaient pas nier tes résultats, alors ils les ont discrédités en les attribuant à la chance. Ce n'était pas une analyse, c'était une vengeance. Car en réussissant, tu rappelais à l'autre son propre abandon. Ne te défends pas. Ne cherche plus à expliquer combien tu as travaillé. Ne tombe pas dans le piège de justifier ton ascension. Tu n'as pas eu de chance, tu as tenu là où d'autres ont lâché. Et ce mérite, personne ne pourra jamais te le retirer. La deuxième suture psychologique empoisonnée. C'est pas un peu prétentieux, ce que tu fais ? La remarque semble posée comme une question éthique, comme si on voulait te mettre face à un excès, une démesure, une vanité. Mais en réalité, ce n'est pas ton œuvre qu'on juge, c'est ton droit d'exister pleinement. Cette phrase a peut-être été prononcée par quelqu'un de proche, quelqu'un qui t'a vu naître, tomber, douter, et qui ne supporte pas que tu te relèves avec audace. Prétentieux, dans sa bouche, ne désigne pas une arrogance réelle. Il désigne ta liberté retrouvée, ton rayonnement, ta voix. Et cette voix, ils la veulent plus basse, plus floue, plus prudente. Cette suture est empoisonnée parce qu'elle transforme l'audace en faute. Elle inverse les rôles. Celui qui se dépasse devient coupable. Celui qui stagne devient juge. Et toi, tu intègres ce poison sans le vouloir. Tu commences à t'auto-censurer, à douter de chaque mot trop fort, à t'excuser d'exister. Tu revois tes ambitions à la baisse, non pas par humilité, mais par peur d'être mal vu. Voilà le piège.
Celui qui te reproche ta lumière espère que tu t'éteignes de toi-même. N'accepte plus ce poison moral. Ce n'est pas de la prétention, c'est de la stature. Et elle dérange ceux qui n'ont jamais osé se redresser. La troisième suture psychologique empoisonnée. Moi, je ne t'ai jamais vu comme ça avant. Cette phrase semble exprimer une surprise, mais elle cache une accusation. Ce qu'elle dit, c'est « tu as changé, et je ne valide pas cette version de toi ». Elle fait appel à une mémoire figée, à une image ancienne de toi que l'autre avait conservée pour se sentir supérieur, rassuré ou indispensable. Et voilà que tu grandis, tu évolues, tu affirmes quelque chose de neuf. Ce changement ne le réjouit pas, il le dérange. Car en devenant autre, tu échappes à son contrôle. Alors il te blesse avec douceur. Il émet un doute, un soupçon, une nostalgie empoisonnée. Tu te mets à douter de ton propre changement. Est-ce trop soudain? Est-ce trop affirmé? Es-tu en train de trahir ce que tu étais? Tu oublies que grandir, c'est trahir les limites qu'on t'avait assignées. Cette remarque agit comme une aiguille invisible. Elle te recoue à une ancienne version de toi, mais sans anesthésie. Elle te fait mal parce qu'elle réactive des attaches. Et ces attaches te ralentissent. Tu ne dois rien à ceux qui veulent que tu restes figé. Leur image de toi est morte. Et c'est tant mieux. Continue à surprendre. Même si ça les dérange. Surtout si ça les dérange. La quatrième suture psychologique empoisonnée. Tu veux toujours être le centre de l'attention, hein? Elle tombe souvent quand tu oses parler fort, exposer ton idée, affirmer une conviction. Ce n'est pas une observation neutre. C'est un reproche déguisé en plaisanterie. Elle vise une chose, te ramener à ta place, t'effacer, te faire croire que ton besoin de t'exprimer est un défaut de caractère, une soif maladive d'attention. Ce que cette phrase ne dit pas, c'est que celui qui la prononce est dérangé. Non par ton bruit, mais par ta clarté, par ta présence, par le fait que, pour une fois, tu n'as pas eu peur d'être vu. Cette suture agit comme un rappel toxique. Tais-toi, tu prends trop de place. Et alors tu te tais. Tu réduis ton énergie, tu te fais discret, jusqu'à ce qu'on t'oublie. Et plus tard, ces mêmes personnes te diront que tu manques d'audace. Tu ne peux pas gagner dans leur système. Alors ne joue plus. Tu n'as pas volé ta place. Tu as osé l'occuper. Ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est de la présence. Et ta lumière n'est pas une offense. Elle est une vérité qu'ils refusent d'admettre. La cinquième suture psychologique empoisonnée, c'est bien, mais faut pas que ça te monte à la tête. C'est peut-être la phrase la plus hypocrite de toutes. Elle arrive toujours après une réussite. Un compliment glissé, suivi d'une pique, comme une main tendue, qui serre trop fort. Cette phrase ne te félicite pas. Elle te rappelle à l'ordre. Elle agit comme une laisse invisible. Tu peux avancer, oui, mais pas trop. Pas trop vite, pas trop haut. Elle te place sous surveillance. Comme si ta réussite était déjà une menace. Comme si tu étais incapable de la gérer. Elle suppose en toi une faiblesse morale, celle de ne pas savoir rester humble. Et elle t'impose une posture, celle de rester modeste, discret, effacé, pour ne pas décevoir. Ce poison-là est subtil parce qu'il se déguise en sagesse. Mais c'est un piège. Une autre manière de dire « tu commences à nous déranger ». Et si tu acceptes cette suture, tu te formateras pour plaire. Tu te limiteras pour rester aimé. Tu cacheras ta grandeur pour ne pas provoquer. Non, ce n'est pas à toi de descendre. C'est aux autres de s'élever. Et si ta tête est haute, ce n'est pas par orgueil. C'est parce que tu refuses de vivre à genoux. La sixième suture psychologique empoisonnée, tu devrais redescendre un peu sur terre. Cette phrase est souvent prononcée avec une fausse bienveillance, comme si l'on voulait éviter une chute. Mais en réalité, elle ne parle pas de hauteur, elle parle de peur. De la peur que tu sois en train de t'élever trop loin du cadre qu'on t'avait assigné. Elle est lancée comme un avertissement, mais elle fonctionne comme une condamnation symbolique. Ce n'est pas ta réussite qu'on remet en cause, mais ta posture. Tu oses parler avec assurance, marcher avec confiance, créer sans permission. Et cela dérange. Alors on te dit de redescendre, comme si ton élan était déjà une erreur, comme si tu t'étais cru plus grand que tu ne l'étais.
Cette phrase est une tentative de te reconnecter de force à une version inférieure de toi-même. Celle qui était plus malléable, plus discrète, plus contrôlable. Mais en réalité, ce que l'autre ne supporte pas, c'est ton alignement, ta foi en ta trajectoire, ton absence de honte. Et ce poison peut agir très profondément, car il se présente comme un appel au réalisme. Tu te mets à douter de ta vision, à minimiser tes rêves, à t'auto-limiter pour redevenir sympathique. Ne t'y trompe pas, ce n'est pas un rappel à l'humilité, c'est un appel à l'échec. Redescendre sur terre pour cela, c'est t'écraser. Reste dans ton ciel. Et s'ils ne te rejoignent pas, qu'ils apprennent à te regarder de loin. La 7e suture psychologique empoisonnée. T'étais mieux avant. C'est peut-être la phrase la plus perfide. Elle ne critique pas ce que tu fais. Elle nie ce que tu es devenu. Elle transforme ton évolution en faute, ton progrès en régression. Elle agit comme une gifle morale qui ne laisse aucune trace visible, mais qui résonne longtemps. Elle s'attaque directement à ton identité présente. Elle dit, en substance, « Tu nous plaisais quand tu étais faible, silencieux, brisé ou dépendant. Maintenant que tu es debout, tu déranges. » Et cette phrase t'empoisonne parce qu'elle éveille la nostalgie. Tu te mets à revoir le passé avec des lunettes faussées. Tu oublies ce que tu as dû surmonter. Tu oublies pourquoi tu as changé. Et tu culpabilises. Tu crois avoir perdu quelque chose d'essentiel alors que tu n'as fait que grandir. Ce poison agit sur les plus sensibles, car il cible leur loyauté. Il veut que tu restes fidèle à une version antérieure de toi, même si elle était douloureuse. Ne tombe pas dans le piège. Tu n'étais pas mieux avant. Tu étais plus petit, plus effacé, plus blessé. Et ta transformation est une victoire, pas une trahison. Celui qui regrette ton passé ne mérite pas ta présence. Continue d'avancer. Et que ceux qui t'aimaient, cassés, t'apprennent à regarder de loin ce qu'ils ne peuvent plus atteindre. Il y a un moment où tu dois cesser de te défendre et commencer à te repositionner. Car face à la jalousie, l'explication est inutile. Ce qu'il te faut, ce sont des actes, concrets, intérieurs, silencieux. Des décisions qui restaurent ton axe, même dans le feu du regard des autres. Voici 7 actes de repositionnement intérieur que personne ne pourra t'arracher. Le premier acte que tu dois poser pour te repositionner, c'est de ne jamais répondre aux questions qui t'abaissent. Cela semble simple. Et pourtant, c'est là que beaucoup tombent. Une question te percute, te trouble, te provoque. Tu veux clarifier, corriger, expliquer. Tu crois que si tu réponds bien, l'autre comprendra. Mais non, celui qui t'interroge pour te rabaisser ne cherche pas à comprendre. Il cherche à désorganiser ton autorité. Et si tu lui réponds, tu lui reconnais un pouvoir. Tu entres dans son cadre. Tu acceptes la logique du procès. Et tu deviens accusé. Répondre, c'est confirmer que la question avait le droit d'exister. C'est déjà plier. C'est déjà perdre. Le silence, lui, est un mur. Il ne nie rien, mais il ne cède rien non plus. Il dit « Je ne reconnais pas ce tribunal. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la souveraineté. Il y a des regards que tu ne dois pas croiser. Il y a des remarques que tu dois laisser tomber au sol. Il y a des provocations qui méritent l'indifférence la plus tranchante. Ce premier acte est fondamental. Refuse de te positionner en objet qu'on évalue. Tu n'es pas là pour répondre à l'insécurité d'autrui. Tu es là pour avancer. En silence, parfois, mais toujours debout. Le deuxième acte que tu dois poser pour te repositionner, c'est de restaurer ta propre version de ton histoire. Les envieux essaient toujours de réécrire ton récit. Ils le déforment, l'amputent, le ridiculisent. Ils nient ton effort, minimisent tes blessures, tournent en dérision tes victoires. Et si tu n'es pas vigilant, tu finis par intégrer leur version. Tu te mets à raconter ton parcours en te justifiant, en ajoutant des « oui mais », des « je sais que j'ai eu de la chance », des « j'aurais pas réussi sans eux ». Tu crois que tu fais preuve d'humilité, mais en réalité, tu abandonnes ton propre récit. Tu t'en désolidarises, tu t'en excuses. Ce deuxième acte, c'est une reprise de pouvoir narratif. Tu dois reconstruire intérieurement une version exacte, assumée, forte de ton parcours. Revois les étapes. Revois les murs que tu as traversés, les peurs que tu as vaincues,
les décisions que tu as prises seul. Et ancre-les. Ne laisse plus personne dire que tu es arrivé là par hasard. Ne laisse plus personne éteindre le feu que tu as allumé à main nue. Ce récit, tu dois le répéter intérieurement comme un rappel de mission. C'est ton socle, c'est ton territoire, c'est ton ancrage, et personne ne pourra jamais l'usurper si tu refuses de l'effacer toi-même. Le troisième acte que tu dois poser pour te repositionner, c'est d'observer qui parle, avant de croire ce qu'il dit. La majorité des blessures que tu portes ne viennent pas de la phrase, mais de la personne qui l'a dite. Tu as été piqué parce que tu as accordé du crédit à quelqu'un qui n'en avait pas. Tu t'es laissé atteindre parce que tu as cru que cette personne te connaissait, te comprenait, ou te voulait du bien. Mais souvent, ceux qui jugent ne t'ont jamais réellement regardé. Ils t'ont observé depuis leurs propres peurs, leurs propres blessures, leurs propres regrets. Ce qu'ils voient en toi n'est pas toi, c'est ce qu'ils ne sont pas. Et leurs paroles ne t'enseignent rien sur toi. Elles te parlent d'eux, de leur frustration, de leur ressentiment, de leur impossibilité à faire ce que tu fais. Ce troisième acte exige un calme brutal, une lucidité froide. Avant de laisser entrer une remarque, pose-toi cette question. Qui parle? Quel est son parcours? Sa paix intérieure? Son niveau d'effort? Si tu ne veux pas échanger de vie avec cette personne, alors pourquoi accorder tant d'importance à son jugement? Ce filtre-là va te libérer, car tu comprendras que beaucoup d'opinions sont des cris d'alerte d'âmes enfermées. Le quatrième acte que tu dois poser pour te repositionner, c'est de transformer chaque question toxique en carburant silencieux. Tu ne pourras pas les empêcher de parler. Tu ne pourras pas les empêcher de douter, de commenter, de tourner autour de ta lumière avec suspicion. Mais tu peux décider que chaque remarque reçue alimente ton feu intérieur. Tu peux faire de chaque pic une preuve de ton impact. Car on ne jalouse jamais l'insignifiant. On ne critique pas l'invisible. Si tu es attaqué, c'est que tu déranges. Et si tu déranges, c'est que tu te déplaces. À partir de là, la jalousie n'est plus une agression. C'est un thermomètre de ton influence. Utilise-la. Ne la nie pas. Ne cherche pas à l'éviter. Regarde-la bien en face et laisse-la te rappeler que tu es en train de franchir un seuil que d'autres n'osent pas effleurer. Ce n'est pas un hasard si les flèches arrivent maintenant. C'est que tu es en ascension. Et ce qu'ils visent, c'est ton altitude. À toi de décider si tu redescends ou si tu transformes l'hostilité en silence productif, en acte, en élévation. Le cinquième acte que tu dois poser pour te repositionner, c'est de rompre avec le besoin d'être compris. Ce besoin est une chaîne invisible. Tant que tu cherches à être compris par tout le monde, tu laisses la porte ouverte à toutes les intrusions. Tu expliques, tu justifies, tu traduis ton âme dans un langage qui n'est pas le tien. Tu dilues ton essence pour devenir lisible aux yeux de ceux qui ne te regardent même pas vraiment. Et pendant que tu fais ça, tu t'éloignes de toi. Tu te trahis. Tu t'affaiblis. Il faut que tu comprennes ceci. La clarté intérieure ne cherche pas d'approbation. Elle est, elle trace, elle agit, elle laisse des traces. Mais elle ne s'excuse pas de la forme qu'elle prend. Rompre avec le besoin d'être compris, c'est refuser de vivre en traduction permanente. C'est parler ton langage, porter ton intensité et accepter que ceux qui veulent vraiment te voir feront l'effort. C'est là ton territoire sacré. Tu ne dois plus faire des efforts pour être vu. Tu dois faire des efforts pour rester aligné. Et ceux qui veulent t'atteindre devront s'élever, ne descends plus jamais. Plus pour eux, plus pour personne. Le sixième acte que tu dois poser pour te repositionner, c'est d'identifier le silence stratégique comme un pouvoir, pas une faiblesse. Le monde moderne t'a programmé à parler, réagir, te défendre. Taire une attaque serait, selon eux, un aveu de faiblesse, une fuite, une incapacité à riposter. On t'a appris à répondre vite, à prouver que tu existes par la parole. Mais c'est un mensonge. Les maîtres de la posture ne parlent pas pour convaincre. Ils parlent peu, ils observent, ils laissent le vide révéler les intentions cachées, et parfois ils se taisent totalement, non pas parce qu'ils sont écrasés, mais parce qu'ils n'ont pas à jouer. Le silence, quand il est conscient, maîtrisé, orienté, devient une lame invisible. Il désarme l'autre. Il l'oblige à affronter sa propre parole, son propre reflet, sa propre médiocrité.
Tu n'as pas besoin de justifier ton silence. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Il agit de lui-même. Celui qui t'attaque s'enfoncera seul, à force de ne pas être contredit. Celui qui t'envie se consumera, à force de ne pas être alimenté. Ce silence, c'est ton bouclier, c'est ton seuil, c'est ta souveraineté. Et dans un monde qui hurle, celui qui se tait par stratégie devient intouchable. Le 7e acte que tu dois poser pour te repositionner, c'est de construire une zone intérieure inaccessible. Tout ce que les autres peuvent voir de toi doit rester une façade contrôlée, pas un mensonge, mais une interface, une version de toi visible, assumée, mais partielle, car ton essence, ton feu, ton noyau, personne ne doit y toucher. Celui qui veut t'abattre cherche toujours à atteindre ta blessure. Il cherche la faille ouverte, l'accès direct à ton cœur. Et si tu lui offres toute ta vérité, il l'utilisera contre toi. Tu dois donc bâtir un sanctuaire intérieur, un lieu symbolique que personne ne pourra envahir. C'est là que tu placeras ce que tu refuses de négocier, ta vision, ton intuition, ton feu sacré. Ce lieu ne se discute pas, il ne se justifie pas, il ne se montre pas, et plus tu en prends soin, plus il devient ta source d'autorité silencieuse. Ceux qui n'ont rien d'inaccessible se font consommer. Ceux qui montrent tout finissent nus devant l'ennemi. Crée cette distance, pas pour dominer, pour durer. Celui qui a une zone inviolable devient un mystère. Et le mystère, dans un monde d'exposition, est une forteresse indestructible. Tu sais maintenant pourquoi certaines phrases résonnent en toi plus fort que d'autres. Ce ne sont pas de simples remarques. Ce sont des instruments de contrôle, des aiguilles invisibles plantées dans ton esprit pour ralentir ton ascension. Derrière chaque question posée par jalousie se cache une tentative de confinement. On veut t'emprisonner dans la culpabilité, la justification, l'humilité forcée. On veut que tu t'excuses d'exister, que tu doutes de ta valeur, que tu redescendes à un niveau qui rassure les autres. Mais ce temps est terminé. Ce que tu as vécu n'était pas un hasard. Ce que tu deviens n'est pas une anomalie. Et ton silence face aux remarques n'est pas un aveu. C'est une discipline. Tu n'as pas été choisi pour plaire, mais pour t'élever. Alors garde-toi de ceux qui te testent avec des sourires empoisonnés. Garde-toi de ceux qui posent des questions comme on plante des lames. Ton repositionnement commence là, quand tu décides que plus personne ne pourra te faire douter avec des mots déguisés. La lumière attire les insectes, mais elle reste lumière. Et ta lumière ne doit plus jamais se réduire pour s'adapter aux ténèbres d'autrui. Maintenant que tu as vu ce qu'ils font avec leurs questions, pose-toi la tienne. Combien de fois ai-je laissé des mots me voler ma force? Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, écris en commentaire. Je reprends le pouvoir sur ce que je crois de moi. Et surtout, partage-la. Car quelqu'un autour de toi vit encore dans cette prison invisible sans le savoir. Et il est temps qu'il se relève, en silence, en vérité, en puissance.